Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Auditrices et auditeurs cinéphiles, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le 26e épisode et le premier de cette nouvelle année, l'an 2019. Bonne année à tous, même si on est un peu tard, on arrive quand même début février. Mais vous aurez pu constater que nous avons publié quand même, en bon nerd qui se respecte, notre Top 10 2018 il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant. Voilà, je suis encore une fois très très bien entouré avec mes camarades. Aujourd'hui, un programme alléchant sur le papier en tout cas. Nous allons parler de The Favourite, le film de Yorgos Lanthimos, et puis nous parlerons de Glass, le film de M. Night Shyamalan, puis on poursuivra avec Border d'Ali Abbasi, et enfin on finira avec le film The Mule de Clint Eastwood. Eh bien, autour de moi, j'ai monsieur Julien Rambaud. Julien Rambaud, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, je vais très bien, merci. C'est toi qui ouvriras sur The Favourite, alors je te pose tout de suite la question. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, laquelle est ta favorite ? Je dirais la plus vieille des trois parce que j'ai de plus en plus un penchant pour les femmes matures. Tu nous en parlais off d'ailleurs. Manuelas, bonjour, bonne année Manuelas. Bonne année Oli. Et toi, est-ce que tu as des personnalités cachées multiples comme ce bon vieux cher James McAvoy Est-ce qu'il y a par exemple un admirateur de Keshish qui sommeille au fond de toi ? Il doit être vraiment très très éloigné, il faut vraiment l'adouer pour qu'il revienne. D'accord. Et monsieur Lucien Alflans est là à ma droite. Lucien Alflans qui a l'air un tout petit peu fatigué, mais on lui souhaite quand même une très très bonne année 2019. Comment vas-tu ? Bon rétablissement, ça va et vous ? Et toi Lulu, vu que tu as parlé de Border, de quel bord es-tu ? Quel monstre innommable sommeille au fond de toi ? Balance ton je sais pas, mais j'ai toujours préféré la bête à l'humain. Très bien. Merci messieurs pour cette magnifique introduction. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, nous avons fait un top 10 2018 dont nous sommes assez fiers, je pense, qui représente relativement bien notre fratrie. Mais on voulait profiter de ce début d'année pour revenir très brièvement sur un film qu'on n'avait pas abordé ici, chacun qu'on avait aimé en 2018, et puis tant qu'à faire, on va aussi balancer une attente pour 2019. Donc Manu, quel film passé sous le radar as-tu envie de parler aujourd'hui, et quel film attends-tu pour 2019 ? Le film passé sous le radar, je l'ai rattrapé pendant les fêtes là. C'était le film de Paul Feig, Simple Favor, je crois qu'il était traduit en français à l'ombre d'Emily. Paul Feig, c'est quelqu'un qui est dans la galaxie Apatow, qui a travaillé sur la série Freak and Geek, qui a fait un très beau film, premier film qui s'appelait Bridesmaid, qui était une sorte de comédie d'enterrement de vie de jeune fille, mais avec des ressorts dramatiques assez percutants. Je trouvais qu'il y avait une manière de travailler un genre a priori très frivole et d'y insérer du réel et qui tout d'un coup faisait dynamiter les conventions. Après, je trouve qu'il s'est un peu perdu dans des relectures de films de genre à la sauce féministe jusqu'au non-sens du remake de Ghostbusters. Et là, il apparaît dans un film qui est un thriller un peu dans la veine de Gone Girl. Donc, qui est difficile un peu à pitcher parce qu'il y a aussi une bascule narrative assez importante au milieu du film. Et ça avance sur un juste vraiment de thriller dramatique. Et scène après scène, ça vrille par des petits écarts de comédie entre les deux comédiennes qui sont formidables, qui sont Blake Lively et Anna Kendrick. Et le film vrille progressivement vers un genre que tu as du mal à identifier. Donc voilà, ça fait plaisir de le retrouver dans une veine bien plus personnelle que par le passé. Super. Et quel film ? Un film pour 2019 ? Dans les attentes pour l'année qui arrive, il y avait le Benedetta de Paul Verhoeven, mais qui a priori est reporté un peu au calendrier grec suite au problème de santé de Verhoeven. Donc voilà, là, j'ai pas forcément trop regardé. C'était ma grosse attente parce que c'est un peu comme Clint Eastwood. C'est des cinéastes qui sont quand même plus proches de leur fin de carrière que de leur début, et donc tu as vraiment une attente toujours sur leur dernier film.
Très bien. Monsieur Lucien Alflans, toi, un film passé sous le radar en 2018 et une attente 2019. Je vais parler du dernier Schrader, First Reformed, qui était passé sous le radar dans le sens où on n'a pas eu de sortie salle par chez nous, mais qui avait quand même pas mal fait parler outre-Atlantique et sur la toile. C'est un pur film de Schrader. C'est névrosé, c'est calvinien, calviniste, je ne sais pas comment le dire. C'est un peu austère à certains moments. Ça convoque autant Dreyer que Scorsese, voire même par instant. J'ai pu penser à Cronenberg. Il y a tout ce qui travaille Schrader depuis très longtemps, les addictions, les sévices de la guerre, enfin toutes sortes de choses. La religion évidemment très très présente dans ce film-là. C'est un film assez fascinant que je conseille vivement. Pour le coup, on retrouve un Schrader beaucoup plus investi et habité que dans les derniers. Absolument, ouais. Ouais, mais qu'on regarde quand même parce que c'est Schrader. En attente, comme le plus beau film de l'année dernière et de pas mal de dernières années, je pense, est sorti sur Netflix. Je vais attendre un autre film, donc parce qu'il sortira probablement pas en salle par chez nous, qui est le prochain Scorsese, qui va réunir quelques grands acteurs qu'on attendait depuis très longtemps chez lui. Donc voilà. Des petits jeunes, quoi. Des petits jeunes. Et vous, monsieur Rombaud, si vous preniez votre micro, alors, en 2018, quel film retiens-tu dont on n'a pas parlé ici, et si tu as une attente pour 2019? Bon, je voulais parler de Black Klansman, qui est le dernier film de Spike Lee qui est sorti. Et j'ai l'impression, en discutant parfois avec des gens, qu'on n'a pas forcément la même lecture sur ce film, parce que moi je trouve que c'est un grand film populaire en tout cas, et un grand film de divertissement qui est assez entertainment, et je trouve que c'est un pamphlet d'humour, et je trouve ça assez chouette de voir que Spike Lee, qui est un petit peu moins enragé et peut-être un petit peu moins singulier que dans ses premiers films, mais quand même il trouve par l'humour, par la façon de raconter cette histoire, une satire, une caricature, il parvient à dévoiler l'horreur quand même. Et moi c'est un film pendant lequel je me suis amusé beaucoup. Et c'est la farce, l'absurde, c'est quand même un black qui infiltre le Ku Klux Klan, donc on se départ jamais de cette dose d'absurdité. Et en même temps, je trouve que dans sa manière d'aller très loin dans l'absurde et finalement de le ramener aux émeutes et aux bavures policières qui existent depuis beaucoup trop d'années dans l'Amérique, et pas seulement sous Trump d'ailleurs, il finit par toucher. Et voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que le problème du film, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand même justement dans cette bascule qui intervient très tard dans le récit, qui est très brutale et qui est, d'un point de vue de pure narration et très manipulatrice, c'est un peu problématique avec tout le reste du film. Je suis absolument d'accord avec ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Manu, mais j'ai l'impression qu'effectivement il y a un passage en force un petit peu brutal, mais en même temps je me dis que parfois il vaut mieux utiliser aux grands mots les grands remèdes. Et donc, est-ce que tu as une attente pour 2019, cher Julien Rombaud? Oui, j'en ai beaucoup. Moi aussi, j'attends le Verhoeven, mais donc il est postposé. J'avais parlé l'année passée du film d'Harmony Korine, qui est toujours pas sorti et que j'attends. Et toujours une petite curiosité, même si je la redoute de plus en plus, envers Xavier Dolan et ses deux derniers films, vu que 2 films vont sortir cette année. Je me demande un petit peu si ça va être plutôt du côté de Laurence Anyways ou plutôt du côté de Juste la fin du monde, que j'avais détesté. Merci messieurs. Eh bien, moi du coup, je vais faire un rapide détour vers le Burning de Lee Chang-dong, qui est pourtant dans notre top, mais que nous n'avons pas abordé ici. Très probablement parce que si on aborde ce film-là, je crois qu'on peut en avoir pour 5 heures. Je ne vais pas revenir sur ses qualités d'exécution et de réalisation avec toutes ces scènes qui impriment la rétine très durablement, mais plutôt sur le côté extrêmement complexe du film, et surtout ce qu'il a de fascinant selon moi, c'est la place en fait que ce film laisse au spectateur. Il y a des immenses zones d'ombre dans le film, des non-dits qu'on a envie d'élucider par la suite. C'est un film mystère en fait, dans lequel qu'on a envie de revoir immédiatement, duquel on a envie de débattre avec ses amis tout de suite, et c'est quelque chose qu'on a finalement plus très souvent, j'ai l'impression, au cinéma ces temps-ci.
Donc voilà, le Burning de Lee Chang-dong qui était quand même aussi un des grands films de 2018. Et pour 2019, eh bien, comme vous ne l'avez pas appris, je vais parler du Ad Astra de James Gray, bien sûr, qui doit sortir au milieu de l'année et qui envoie Brad Pitt dans l'espace à la recherche de son père ou un truc comme ça. Enfin, le pitch dit comme ça, c'est pas génial, mais on fait confiance à James Gray pour nous sortir un film de science-fiction qui sera sans doute à sa façon, sans doute peut-être un peu décevant en termes de spectaculaire selon Manu, mais peut-être fort en termes de personnages et d'enjeux intimes et intérieurs. Très bien, et bien sur ces bonnes paroles, je vous invite maintenant à parler de The Favourite, le film de Yorgos Lanthimos. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me, dies. Alors, The Favourite de Yorgos Lanthimos, c'est le nouveau film du réalisateur de Mise à mort du cerf sacré et de The Lobster. C'est une production américaine et de Grande-Bretagne. Et de manière assez surprenante, cette fois-ci, le réalisateur d'origine grecque Yorgos Lanthimos ne signe pas le scénario, qui est coécrit entre Deborah Davy et Tony McNamara. La photo est signée de Robbie Ryan, qui travaille beaucoup avec Andrea Arnold ou encore Ken Loach. Le film est interprété par Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicolas Hoult, et aussi Joe Alwyn, qui était le Billy Lynn de Ang Lee, il me semble. Le pitch, donc ça se passe au XVIIIe siècle, à la cour d'Anne d'Angleterre. Sarah de Marlborough est la première suivante et favorite de la reine, c'est Rachel Weisz. Cette Sarah de Marlborough assiste la reine dans toutes ses décisions, soigne la monarque vieillissante et malade. Quand arrive alors à la cour une nouvelle suivante qui s'appelle Abigail Masham. C'est une aristocrate déchue qui va peu à peu gagner les faveurs de la reine Anne, entraînant une rivalité entre les deux suivantes. N'est-ce pas, Julien, qu'as-tu pensé du film de Yorgos Lanthimos ? Alors, effectivement, on n'avait pas été très gentil avec le précédent. Du coup, je suis arrivé au cinéma en traînant les pieds, disons. Et ce que je pense en voyant celui-ci, c'est que je le trouve un peu moins imbuvable que le précédent, dans le sens où je le pense plus ludique et plus lisible dans son histoire, dans son scénario. Je trouve qu'il y a de beaux moments de jeu. Il y en a pas énormément, mais il y a des beaux moments de jeu, de tension. Voilà, donc quelques instants fugaces, disons, m'ont plu ou en tout cas m'ont accroché, mais ça reste très peu par rapport aux 2 heures du film, que je trouve très long et toujours avec cette vanité, en tout cas cette volonté d'en foutre plein les yeux avec ces utilisations de grand angle, de splendeur visuelle un petit peu que je trouve qui éloigne du propos principal en fait, que ça nous sort du récit. Pourtant j'avais l'impression que ce récit avait matière à creuser avec ce triangle d'actrices assez intéressante. J'ai pas grand chose à dire. Je trouve qu'il y a un beau travail sur la lumière, en tout cas de tout ce qui est sombre, caché avec les bougies, etc. Enfin, dans l'utilisation de ce qui doit être vu, ce qui doit être dissimulé. Des belles courses dans le noir quand la reine cherche sa chambre par exemple. Voilà, c'est des petites choses, des petites lumières justement dans le film. Mais voilà, je trouve toujours qu'il y a beaucoup d'esbroufs et je trouve que le dernier tiers du film, et c'est ce qui m'a semblé le plus emmerdant, ne fonctionne pas. Parce que dans le scénario, j'ai l'impression que ça ronronne parce que la lutte est gagnée et dans les protagonistes, il n'y a plus vraiment d'enjeu entre elles parce que j'ai l'impression que ça ne bougera plus. Ça bouge pas des masses depuis le début, hein, je pense que c'est un petit peu le souci. Moi, je pense que c'est mon Mother de l'année, quoi. C'est un film qui je mentirais en disant que j'ai pas passé plutôt du bon temps à rire pendant le film, que j'apprécie un certain jusqu'au boutisme du film, mais je trouve ça quand même extrêmement dérisoire, super répétitif, c'est toujours les mêmes procédés de mise en scène, ça fait du surplace pour moi. Et j'ai un peu l'impression de voir un sketch du Saturday Night Live d'une parodie de film pour Oscar, quoi. Vers la fin, il essaie peut-être de raccrocher du sens, mais il a tellement rien construit qu'il n'y a rien, qu'il surligne par des effets, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et je vois systématiquement les mêmes couloirs qui sont visités, les mêmes scènes, etc. Alors oui, il y a des beaux moments, je dis, il y a une belle photo, j'ai l'impression de voir un peu du Ken Russell en version soft, quoi. Tu vois, jamais ça se veut un peu transgressif, mais pas trop. Il faut vraiment quand même que ça aille aux Oscars. Donc, ok, je vais choquer un tout petit peu le bourgeois, mais pas le culbuter vraiment. C'est quand même de la transgression très confortable et ça
pisse pas très loin. Ouais, vous avez tout dit. La différence que je pense que je me suis un peu plus ennuyé que vous. Je trouve en effet la lumière magnifique, les acteurs impeccables. Mais l'ennui, c'est que pour moi, ça sert à une farce ridicule et comme tu disais, vaguement et pas de bourgeois, qui n'a rien que sa ritournelle, que ces 2-3 idées en boucle. Il y a vaguement l'élégance de laisser voir une éloge des petites gens. Et si on décide d'aller voir au-delà de son dégoût pour l'humanité, je trouve ça un film totalement inintéressant. Très bien, bah écoutez, je vais me ranger dans vos rangs complètement. Voilà. Après Yorgos Lanthimos, c'est clair qu'encore une fois, je me suis pas du tout ennuyé à regarder son film. Je trouve que voilà, il y a une certaine jubilation dans les scènes. Et il y a toujours un truc qui va m'attirer l'œil. Je trouve que c'est un grand directeur d'acteurs, ce gars. Je trouve que les 3 filles sont vraiment très bien. Olivia Colman qui joue la reine, justement, je la trouve vraiment excellente. Et d'ailleurs, je trouve même que c'est le seul personnage pour lequel à la fin, tu arrives à avoir un petit peu d'empathie. Ouais, je pense aussi. Après, comme tu l'as dit Manu, le regard de Lanthimos c'est tellement surplombant sur ces personnages. C'est un film très ricanant, comme tu dis, qui vraiment se poste au-dessus de son récit, en espèce de démiurge comme ça. Vous avez dit aussi tout ce qui est pénible dans le film, le côté pas de bourgeois, les anachronismes, et puis surtout, en fait, le truc, c'est que finalement, ce film est mal écrit. Des enquêtes comme ça, machiavéliques, de cours, de construction, on va dresser quelqu'un contre un autre, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais sur ce point-là, le ridicule de Patrice Lecomte était quand même vachement plus efficace et vachement mieux écrit. C'était il y a 30 ans. Et c'était quand même un film qui était autrement plus subtil. Ici, les manipulations de l'une contre l'autre, ce qu'on attend dans le film est vraiment très très peu traité au final, et c'est pas du tout intéressant. On est très loin de la finesse psychologique et d'écriture d'un film comme Eve de Mankiewicz, par exemple, qui raconte au fond finalement un petit peu le même pattern, même genre d'histoire. Voilà, ça m'a pas déplu, mais j'ai regardé ça vraiment d'un œil extérieur et légèrement ennuyé. Il y a des gens qui voient du Kubrick en Lanthimos, on peut y ajouter du Mankiewicz. Ouais. J'ai pas dit que je voyais du Mankiewicz en Lanthimos, du tout. Ce sera tout sur le film Lanthimos. Très bien, donc à la limite, si vraiment vous avez envie de voir Olivia Colman, pourquoi pas, mais sinon on vous recommandera pas très fort ce film de The Favourite, qui pourtant risque de faire une razzia aux Oscars en mars prochain. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. Une première dans Transmission où nous parlons de Monsieur M. Night Shyamalan avec ce réalisateur à la carrière improbable qui était un prodige en 1999 avec le succès Mouse de Sixième Sens, puis il a été vite fait bazardé nouveau Steven Spielberg par la presse après une série de succès comme Signe ou Le Village, avant un point de non-retour quand même qui était La jeune fille de l'eau en 2006, qui va ouvrir le champ à une série d'échecs moqués type The Happening, qui était phénomène en français, avant un début de retour en grâce avec le found footage horrifique The Visit en 2015. Puis après, le succès, renoué avec le succès avec Split, qui était... on l'apprenait à la fin de Split, je pense que je peux aller sur les spoilers sur Split. Vas-y, on va spoiler comme des cochons sur tout le film. Hein. Ok, donc voilà, Split qui se révélait en fin de compte, au-delà de son côté... thriller, une simili-suite à Incassable, sans doute le meilleur film de Shyamalan, qui était aussi son deuxième film, qui datait de 2000, il me semble. Aujourd'hui, c'est donc Glass, le film le plus attendu de la carrière de Shyamalan, une suite à la fois de Split, son dernier succès en salle, mais aussi d'Incassable, toujours avec Bruce Willis, qui reprend son rôle de David Dunn, James McAvoy qui reprend son rôle multiple de Split, et on retrouve Samuel L. Jackson dans le rôle de Monsieur Glass, aussi Sarah Paulson et Anna Taylor-Joy qui était la petite fille découverte dans The Witch et aussi qui jouait dans Split.
L'histoire, c'est quoi? Donc, Glass, ça s'ouvre quand on redécouvre Kevin, le personnage aux personnalités multiples, qui a de nouveau kidnappé 4 jeunes filles pour les offrir à la bête. Se dresse sur sa route David Dunn, l'homme incassable, toujours interprété par Bruce Willis. Bruce Willis et James McAvoy se tapent dessus, mais là, il y a une ambulance qui intervient, qui les capture et qui va les enfermer dans un asile psychiatrique avec Monsieur Glass, un asile psychiatrique où se déroulera l'essentiel du récit. Manu, qu'as-tu pensé du film de M. Night Shyamalan? Je pense que le film est aussi mal raconté que tu l'as pitché, quoi. C'est un peu le gros souci du film. Personnellement, je tiens comme Incassable comme un des meilleurs films de Shyamalan et un des meilleurs films de super-héros. Et Split était un film qui m'avait plutôt cueilli, et notamment dans la progression dans son récit où tu découvrais à quel type de film il se rattachait. Je pense que c'est une des grandes forces souvent des films de Shyamalan, c'est de au fur et à mesure te faire comprendre dans quel univers et dans quel genre tu te places. Là, le problème de Glass, c'est que déjà, tu sais que tu t'adresses à un film de super-héros, puisque c'est la suite de Split et d'Incassable. Et il y a un des soucis majeurs du film, c'est que quasiment l'axe central du film est basé sur un discours psychiatrique autour de ces 3 personnages pour te dire « Non, mais vous n'êtes pas des super-héros ». Alors que toute la construction d'Incassable et de Split, ça a été de faire d'accepter ça. Donc, tu n'y crois pas en tant que spectateur, les personnages n'y croient pas, et en plus, au final, ça se retourne avec un twist tout pourri qui est extrêmement mal amené à la fin, qui te dit, mais en fait, moi, tout ce qu'on vous a raconté, c'était, en fait, ça faisait partie d'un plan, d'une machination. Donc, on a bâti quasiment 2/3 du film sur du vent. Ça fait que les rares bonnes idées qu'il y a dans le film, en fait, n'ont plus aucune attache émotionnelle. Il y a des petites idées comme ça, des fulgurances narratives, tout comme le sort qui est réservé aux 3 témoins que je trouve intéressant à la fois dans le contexte actuel des films de super-héros, dans cette manière de lier ce genre-là à une forme de réalité. Mais en fait, ça ne fonctionne pas émotionnellement parce que ces personnages existent très peu, ils existent comme des idées, alors que la grande force d'Incassable, c'était, je pense, aussi un film qui reposait beaucoup sur une architecture narrative extrêmement bien huilée, qui se déployait par sa mise en scène, par l'image, par un recours à vraiment un usage symbolique par moment de la composition des plans. Et là, c'est un film extrêmement verbeux, qui parle, et qui ne laisse aucune place à l'émotion. Et notamment ce twist faisandé de la fin, il reprend la fin d'Incassable avec cette idée du pouvoir de David Dunn qui est celle du toucher. Mais là, sauf qu'il est amené au chausse-pied par la psychiatre qui va prendre la main de David Dunn pour qu'il ait une vision, pour qu'il comprenne quel était le plan machiavélique qui se tramait derrière toute cette histoire. Sauf que dans Incassable, ce plan, il était vraiment incarné parce que non seulement il reprenait cette idée de la poignée de main entre le créateur et sa créature, la malédiction qui allait se poser sur David Dunn de fait de cet échange et de comprendre quel était le rôle de Samuel L. Jackson dans le récit. C'est vraiment, c'est une grosse déception. Ouais, moi, je souscris à 200% avec tout ce que vient de dire Manu, qui utilise des éléments de langage que j'avais notés texto. On a le même conseiller en communication. Ouais, exactement. Non, je rajouterais juste que le film théorise énormément. Ce que tu disais à travers le côté verbeux, mais oui, et je pense qu'il y a trop théorisé son propos. Shyamalan transforme la brillante fable d'Incassable en discours pompeux et rasoir. Alors non seulement en effet le film est chiant, mais en plus ça abîme un peu la grande œuvre initiale qui est Incassable. Pour moi, je trouve ça la remet pas du tout en cause, mais ça, sur des thèmes communs, ça alourdit le truc, ça alourdit la trilogie, quoi. Alors oui, comme l'a dit Manu, il y a quelques idées de mise en scène qui fonctionnent pas mal, mais dès l'enfermement des personnages en hôpital psychiatrique, ça devient un ennui total. Voilà. Oui, bon, comme sur le film précédent, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. J'ai vu le film il y a 5 jours et j'ai complètement tout oublié, tellement ça me racontait rien. Et je suis sorti du film et je me suis dit, mais il racontait quoi ce film en fait? Il se passait quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire dans ce truc? Et j'ai l'impression qu'il y a 1 heure comme ça au milieu du film qui ne sert à rien. Je pense qu'elle ne fonctionne pas parce que tout simplement, elle est faite pour te dire, en fait, non, vous n'êtes pas des super-héros, vous êtes potentiellement juste des gens. Mais non, on a vu 2 films auparavant qui nous ont martelé que non. On sait qu'il aime les twists, alors peut-être que cet épisode, c'est le twist de la trilogie.
Oui, puis les 3 personnages à côté, en fait, chacun des héros a une espèce de sidekick. Moi, je trouvais qu'ils n'existaient pas non plus. Enfin, en fait, au-delà des 20 premières minutes qui fonctionnent assez bien, qui remettent assez bien les personnages dans le jeu, etc., qui sont plutôt bien foutus. Une fois qu'ils sont en effet dans l'hôpital, le film ne raconte plus rien, le film est vide et il se suit... Enfin, sans déplaisir, mais c'est comme s'il ne se passait rien. Et puis, c'est un film qui est étonnamment petit, quoi. Je veux dire, c'est petit au niveau des setups, c'est petit au niveau des enjeux. Il y a C'est même un peu cheap à certains moments. Mais oui, c'est même un peu cheap. C'est complètement cheap. Bah, d'ailleurs, c'est un blockbuster un peu cheap. Très clairement, c'est pas du tout là où voulait aller Shyamalan il y a 20 ans. Mais bon, du coup, il y a un côté très petit. Enfin voilà, c'est vraiment sans conséquence. Après, pour moi, c'est pas un souci que j'appréhenderais de cette façon-là, parce que Incassable, ça restait malgré tout un petit film dans ce qu'il racontait. C'est juste que la manière dont il déployait sa mise en scène, qui était beaucoup pensée en plan séquence, toute une logique de setup, de vraiment une caméra qui était vraiment active. Là, il se repose beaucoup plus sur le montage, c'est beaucoup plus découpé, et donc au final. Tu multiplies des sortes d'enjeux verbaux, une sorte de ping-pong verbal. Cette place à l'imagerie, elle a un peu disparu du cinéma de Shyamalan. Incassable était beaucoup plus classieux comme ça, je trouve. Mais attends, juste parce que Manu vient de parler de découpage, je trouve qu'il abuse même un petit peu, et j'ai l'impression que c'est presque un geste amical envers James McAvoy, des plans séquences, des plans un petit peu longs, où on voit James McAvoy changer de personnage en live. Et ça, c'est juste, j'ai l'impression que c'est un cadeau d'un metteur en scène à l'acteur. Vas-y, fais-toi plaisir, on va laisser tourner la caméra un petit peu. Et ça, rythmiquement, ça marche pas. Puis c'est surtout de se dire, les gens qui vont voir Glass, ils ont vu Split ou Incassable. On a montré comment fonctionnaient ces personnalités multiples. Là, ça sert à quoi d'avoir bâti 1h30 auparavant ? Oui, j'ai adoré ce film, vraiment, je trouve ça incroyable. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que vis-à-vis de ce que vous venez de dire sur les autocitations ou le fait de reprendre des scènes d'Incassable, etc., moi j'ai l'impression vraiment que ça tourne à un exercice de style assez vain et qu'il est complètement piégé dans un entre-soi avec ses films, ses références, ses citations. Il s'autocite constamment. Donc, qu'est-ce que je lis dans ce film, si ce n'est... parce qu'on parle beaucoup de déconstruction de la mythologie, de questionnement des héros, etc. Donc, l'idée sur papier est intéressante, mais... C'est très méta, mais c'est surtout métastasé, quoi. Voilà une bonne punchline. Métastasé, moi je suis souvent largué, effectivement. La confusion dont vous parliez, j'y échappe pas du tout. Et en fait, je suis assez étonné par rapport à ces premiers films que j'aimais beaucoup aussi, de voir ce discours de fin sur la... Soyez héros de votre propre vie, soyez grand, croyez en vous. Ça m'a fort gêné, ça m'a un peu... J'ai pas vraiment compris ce message. Je me suis dit qu'il valait mieux écouter la chanson de Bowie qui dure 5 minutes plutôt que de se taper le film qui dure 2 heures. We could be heroes just for one day. Qui raconte pas tout à fait la même chose. Je rigole. Merci messieurs. Bon, donc voilà, on espère que Shyamalan réussira à faire un autre film qui parviendra à nous plaire une fois. Moi, je trouvais que Split était assez intéressant, surtout dans ses premières minutes. Pour le coup, je trouve que Split était intéressant parce que progressivement, il te révélait que tu n'étais pas dans le film dont tu pensais qui était le cadre du récit, et progressivement que tu découvrais que tu étais dans un film de super-héros et non pas dans un simple film de tueur en série psychopathe. Et ça déployait tout d'un coup une autre ampleur sur le récit. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de Split. Donc, nous allons enchaîner tout de suite avec le film Border d'Ali Abbasi. Jag råkade bara köra förbi. Vilken överraskning. När jag var liten trodde jag att jag var något speciell. Sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Du är en konstig människa med kromosomfel. Det är väl inget fel på dig. Det är mycket du inte känner till. Alors, Border, c'est le deuxième long métrage en tout cas de l'Iranien exilé en Scandinavie Ali Abbasi, après son premier film qui s'appelait Shelley, inédit dans nos contrées.
Border a fait beaucoup parler de lui depuis le Festival de Cannes 2018 où il a reçu le prix Un certain regard, soit la Palme d'Or de la 2e division. Le film est adapté d'une nouvelle de John Ajvide Lindqvist, vous m'excuserez pour mon suédois, qui avait déjà signé le roman qui a inspiré le film Morse, Let the Right One In, de Thomas Alfredson en 2008. Ici, donc, Lindqvist co-signe le scénario avec le réalisateur lui-même et Isabella Eklof. Les 2 rôles principaux du film sont interprétés par Eva Melander et l'acteur finlandais Eero Milonov. Le pitch, c'est quoi ? Alors, en Suède, de nos jours, Tina, une jeune femme difforme, pour ne pas dire franchement laide, pour ne pas dire qu'elle ressemble à un néandertal, travaille comme douanière où elle excelle car elle a un pouvoir, un odorat surdéveloppé qui lui permet de sentir certains sentiments humains peu avouables. Elle vit avec Roland, un éleveur de chiens qui abuse de sa bonté. Elle rend régulièrement visite à son père en maison de retraite et en fait son seul kiff dans la vie c'est de se promener dans les bois pieds nus. Un jour elle fait la rencontre troublante de Voreux, un être qui lui ressemble et qui vit différemment ses particularités. Il a l'air de plus jouir de la vie que cette pauvre Tina. Dans le même temps, Tina débusque la première preuve qui va la mener progressivement à la découverte d'un réseau pédophile. Alors, c'est moi qui vais commencer sur ce film et je sens les regards accusateurs de mes compatriotes. Donc, en effet, le film a des grosses qualités et des défauts également. Je vais commencer par les qualités. Stratégiquement, mieux vaut faire l'inverse. Non, mais c'est pas grave, je commence par les qualités. Alors, bon, quand même par un petit défaut. Donc, je dirais que le film, il a un rythme qui est un petit peu trop lent et un peu appesanti, qui va durer toute la durée du métrage, mais en même temps, le film surprend constamment. Si on n'a aucune idée du film dans lequel on va voir, il va nous surprendre dans ses premières scènes, puis il va continuellement nous surprendre, surtout dans son jusqu'au boutisme. Moi, je trouvais qu'au-delà déjà du pitch, le film va encore beaucoup plus loin qu'on l'avait imaginé. Et là où c'est très réussi, c'est que c'est dans le mariage en fait qu'arrive à faire Ali Abbasi entre un film assez réaliste et en même temps un conte fantastique. Pour moi, j'ai trouvé que le personnage de Tina était vraiment un personnage assez fascinant. C'était une porte d'entrée idéale pour moi parce que je trouve que j'arrive à rentrer en empathie avec elle. Je trouve que du coup, tout ce qui va se suivre après, je suis jamais choqué par ce que je vais voir. Et je suis même ému en fait quand elle va progressivement faire l'apprentissage de son être profond, qu'elle va découvrir sa vraie nature. Et c'est clairement pour moi les plus belles scènes du film, les moments les plus poétiques, les plus inspirés sont les échappées sylvestres de Tina notamment. Il y a aussi même dans la première partie du film, je trouve qu'il y a une communication avec les animaux et notamment l'apparition d'un orignal qui est assez bien découpé. Je trouve aussi que le personnage de Voreux, il a une présence super forte. Et je trouve que l'alchimie entre les 2 personnages fonctionne vraiment bien. En fait, je trouve que le film atteint l'émotion. Moi, j'ai été cueilli par le film. Vraiment, j'ai suivi ce personnage de Tina. Dans les dernières minutes, j'étais vraiment assez ému. Je trouve que le climax émotionnel du film est assez bien mené. Après, malheureusement, il y a des limites au film. C'est que, à la base, c'est une nouvelle. Et il y a quelque chose dans le film qui a tout trait à l'enquête, qui fait très greffe, qui prend pas très bien. Je trouve que thématiquement ça fonctionne, mais que au niveau du film en fait on s'en fout un peu parce que fondamentalement ce qui nous intéresse c'est plus de voir une histoire d'amour 9 semaines et demie avec des Néandertals. C'est plus intéressant que cette espèce de film d'enquêteur qui finalement paraît un peu, même si encore une fois thématiquement ça se justifie, paraît un peu rajouté et en plus il y a les 2 intrigues, bon là je spoil comme un gros cochon, mais se nouent à la fin et j'ai trouvé que ça c'était très tiré par les cheveux. C'est le plus gros défaut du film. Tu sens que même, moi j'ai eu un souci, c'est même de distinguer entre le service où elle travaille et d'un coup l'autre service qui l'appelle pour faire cette enquête-là. La frontière est très poreuse, les enquêteurs tirent un peu tous la tronche, n'ont pas l'air hyper impliqués dedans. Pour le coup c'est
tu le dis, la grande qualité du film, c'est qu'il saute d'un genre à l'autre en te surprenant constamment. Tu sais rarement où tu vas te diriger. C'est, je trouve, un des gros plaisirs du film, c'est de même si tu connais un peu ce type de cinéma, ce type de genre, t'es quand même constamment surpris. Et si je pouvais rajouter un dernier truc au film, c'est que je trouve que dans la direction d'acteur et dans la palette de choses d'outils cinématographiques, ça a tendance à un peu s'apesantir et je trouve qu'il est un peu autosatisfait en fait. Je crois qu'il aurait pu facilement couper 10 minutes de son film et aussi essayer de trouver quand même un petit peu plus de choses pour que son film soit plus sensoriel. Ouais, je trouve que c'est marrant que vous parliez autant du rythme, parce que je peux pas dire que j'ai apprécié ce rythme lancinant, parce que j'ai trouvé le temps long, hein, très clairement, mais je trouve que c'est un peu sa singularité par rapport à ce que le film raconte sur la bête, l'humain, le genre, etc. Tous les thèmes qui brassent un peu de manière vue et revue des centaines de fois. Oui, mais sans surligner, sans tirer la ligne dessus. Il reste quand même dans un degré de poésie, il vient pas... Il vient pas appuyer son propos lourdement, à mon sens. Et je pense que ça tient sur le fait que là où il veut en arriver avec ce propos prend vraiment tout le film pour aboutir. Et donc, je pense que ce rythme un peu lent et un peu ennuyeux à certains moments joue dans la singularité de son propos. Après, moi je trouve le film, pour toutes les raisons que vous venez de citer, un peu assez long et ennuyeux. Mais il y a quand même une beauté dans la croyance qu'a ce réalisateur en ce qu'il fait, qui est quand même assez improbable sur le papier, et le mec y croit à fond jusqu'au bout. Moi ça me touche toujours, les films comme ça. C'est pas des films que j'ai envie de défoncer, même si ce qu'il en reste, moi c'est surtout un film que j'avais oublié 2 heures après. C'est un film fragile, mais je trouve qu'il est vraiment hors norme, comme un peu son héroïne, qui est suffisamment singulier pour que tu, malgré ses petits défauts, parce que je trouve pas que c'est quand même quelque chose qui soit si handicapant, ce que je parlais, le souci d'intrigue policière, c'est quoi ? C'est même pas un 5e du récit. Je veux dire, faut pas s'apesantir dessus, mais il y a un vrai beau personnage féminin. Cette singularité du récit, le fait que le film laisse la place à l'interprétation du spectateur sur ce qui se passe est suffisamment rare et singulière pour pas que tu aies envie de taper dessus, malgré que le film soit un peu fébrile par moments. Moi je suis d'accord avec Lucien, je trouve que le rythme effectivement participe à la part d'interprétation et à la part de poésie du film. Moi j'ai été touché aussi, comme mon camarade Olivier, happé même par le film et par les questions qu'il pose, par comment il essaye de redéfinir la beauté, de bousculer un petit peu les premières images ou les premières conventions qu'on peut avoir là-dessus. J'ai eu du mal c'est plutôt l'inverse je crois, j'ai eu du mal à rentrer dedans, dans le sens où je trouvais qu'au début il cherchait beaucoup et de manière un peu ostentatoire parfois à créer de la poésie, à créer de l'onirisme ou quelque chose de visuel très fort, et que c'était parfois forcé. Le renard qui parle à l'héroïne, ça avait déjà été fait. Et que le renard qui parle à l'héroïne a déjà été fait. Je trouve que tout se met en place et que c'est un film, vous l'avez un peu dit, qui se dévoile au fur et à mesure et qui se dévoile assez subtilement, et que tout s'imbrique, que tout finit par faire sens, et c'est pour ça que je l'accepte de plus en plus. Et finalement, je suis complètement happé, oui, complètement dedans avec cette héroïne. Mais le film est questionnant de par son constat de base. Enfin, dès qu'on voit ces personnages arriver à l'écran, on est intrigué, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière, et du coup, je pense que le film joue fort là-dessus et garde le spectateur. Le film, il a des cartouches derrière, hein. Il te surprend tout le temps, il va super loin. Et sans faire justement des twists énormes et des grands effets, effectivement, il te surprend tout le temps. Et moi, je suis allé, mais je fais toujours ça un maximum, sans savoir rien du tout sur le film, comme tu disais. Et je crois que c'est effectivement encore plus jouissif, encore plus étrange et encore plus intriguant de le découvrir comme ça. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment des très belles séquences. Après, bon, il y a cette séquence d'amour qui est un peu étrange, un peu repoussante, mais dans le bon sens du terme aussi. Et par rapport à la greffe dont vous parliez, j'ai l'impression que effectivement c'est un peu tiré par les cheveux, surtout à partir du moment où le personnage masculin arrive dans l'histoire de cette intrigue policière. Mais moi j'en ai besoin, j'ai l'impression, par rapport à l'hyperacuité, à l'hypersensibilité de cette femme, à son... Je trouve que cette acuité qu'elle a au niveau des sens, c'est assez peu exploité, très peu déployé dans la mise en scène, notamment dans cette partie-là du récit. Et donc, en fait,
c'est là où tu parlais quelquefois de certaines limites à un moment pour moi à mon avis de sa mise en scène, c'est que cet odorat surdéveloppé, etc. En fait, il prend pas vraiment en fait dans la greffe, dans cette greffe policière, et c'est d'autant plus criant à ce moment-là. Comme par exemple aussi le truc, toute l'histoire avec la foudre, c'est pas vraiment utilisé, tu vois, c'est là, mais c'est pas vraiment utilisé, tu vois. Et après, moi, je pense une des déceptions que j'ai eues vis-à-vis du film, c'est que pour le coup, sachant que c'était rattaché à l'auteur de Morse, je m'attendais à quelque chose du même niveau, entre guillemets, sur un même type de film de monstre qu'était Morse, mais dans un autre registre, toujours avec ce rapport au réel, cet ancrage très réaliste. Et j'ai pas été aussi séduit que Morse. Et je pense que il y a plein de points communs quand même. Parce que je pense que Morse est un film beaucoup plus resserré, beaucoup plus tenu tout du long, et que là, il y a un moment où cet aspect naturaliste qui sert d'ancrage au récit est aussi quelquefois un peu la limite du film. En tout cas, je trouve que dans sa manière de nous bousculer, de nous interroger, d'ouvrir l'imaginaire et de bousculer les conventions, c'est quand même le but, j'ai l'impression, du cinéma ou de l'art, et je trouve ça vraiment réussi. Merci Julien, sur ces bonnes paroles. Nous allons enchaîner maintenant avec The Mule, le nouveau film de ce cher Clint Eastwood. Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. For what it's worth, I'm sorry for everything. Nouveau long métrage de Clint Eastwood après le très mal réputé, je ne l'ai pas vu, 15h17 pour Paris. The Mule est aussi la première fois que Clint Eastwood apparaît devant sa propre caméra depuis Gran Torino en 2008. Le scénario est signé Nick Schenk, qui avait auparavant aussi signé celui de Gran Torino justement. Outre Clint lui-même, le film est interprété par Bradley Cooper, Diane Wist, Alison Eastwood, la propre fille du réalisateur, vous aurez compris, Lawrence Fishburne et Andy Garcia. Eh oui. Le pitch, c'est quoi ? Donc Earl Stone, c'est Clint lui-même, vétéran de la guerre de Corée et ancien horticulteur, entretient des liens très difficiles avec son ex-femme et avec sa fille, qui lui reproche en gros d'avoir été un père et un mari nuls, voire absents. Maintenant, il a 90 ans, il se rapproche progressivement de sa petite fille et à un moment, il se retrouve dans la situation de devoir l'aider financièrement, alors qu'il est complètement fauché. Donc Earl va trouver un moyen très facile de se faire de l'argent, au début sans vraiment savoir ce qu'il fait, transporter dans son pick-up des kilos de drogue d'un état à un autre à la solde d'un cartel mexicain, et il devient donc une mule. Lucien, qu'as-tu pensé du film de Manu veut ajouter quelque chose ? Tu oublies de préciser que cette histoire est tirée d'un fait réel, un réel nonagénaire américain qui transportait de la drogue. Donc cette histoire est inspirée de faits réels. Non mais tu peux le dire, Lucien. Lucien, tu commences en disant ça. J'ai beaucoup aimé le film. Sans blague. Merci. Qui d'autre ? Je trouve on sent Clint se retirer élégamment de film en film. Là, ça devient même physiquement de plus en plus marqué. On sent la fin approcher, mais ça rend le truc d'autant plus émouvant. Émouvant, mais mineur, je pense. Car je trouve que la trame policière semble un peu apposée à la simplicité de l'histoire à hauteur humaine, comme souvent chez Clint Eastwood pour cacher ses atours de grande œuvre. Et là, il utilise aussi cette trame policière pour y ajouter, il me semble, une mécanique narrative ainsi que quelques idées sur une Amérique moderne qu'il semble ne pas aimer mais qu'il ne rejette pas pour autant. Ça lui permet aussi de tendre un doigt bien haut au sectarisme de tous bords. Je trouve le film assez touchant sur la fin par exemple, sur la manière dont Eastwood est en train de filmer son futur fantôme, enfin de disparaître petit à petit. Je trouve ça très beau. Julien ? Ouais, je trouve qu'on retrouve les qualités du cinéma d'Eastwood. En fait, j'ai l'impression que le film fonctionne énormément et qu'il fonctionne principalement vis-à-vis des qualités, des défauts de Clint Eastwood. Et donc,
il est effectivement élégant, touchant. Après, j'ai l'impression qu'il y a parfois des ficelles sur la. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que je sens une roublardise, une ruse, un savoir-faire, une efficacité pour raconter certaines scènes. Je parle de celle avec Bradley Cooper, par exemple, que je trouve pas toujours hyper bien écrite, hyper bien filmée, dans le sens où ça va vite, mais c'est pour ça que je parle d'efficacité. C'est bien fait, ça colle avec le récit. Mais voilà, je trouve qu'elles sont un peu bâclées. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les ficelles qui sont du film, on peut pas vraiment lui reprocher parce que on connaît les défauts et on connaît ses qualités, j'ai l'impression, depuis des années, notamment un peu réac sur les bords. En même temps, c'est aussi ce qui fait la beauté, la sensibilité de ce personnage, et je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, je vais vous laisser parler, je vais réagir, mais je voulais dire aussi que j'aimais bien. Ouais. Il est pas si réac que ça, il est juste un peu, il comprend pas quoi. Mais il comprend pas, mais il accepte. Il y a certaines petites phrases quand même qui disent un peu, mais bon après, on s'en fout finalement. C'est parce qu'en fait, il sait qu'il est d'un autre temps, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est beau, c'est tout le discours du film. Ouais, mais il y a des petites phrases comme j'ai vécu la guerre, tu me fais pas peur. Mais voilà, après ça participe au personnage et on l'accepte et c'est très bien. Moi, je suis pas d'accord, Lucien, quand tu parles forcément de petits films. Il faut le dire, le film n'est pas du tout à l'image de ce que nous vend la bande-annonce. C'est un film beaucoup plus solaire et beaucoup moins crépusculaire, parce que ce film est dans une veine en fait plutôt picaresque, que le film n'est pas moins grand qu'un film qui serait crépusculaire. Moi, je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Alors, peut-être Gran Torino était peut-être un sorte de testament cinématographique de Clint Eastwood. Là, tu es plus sur un testament à échelle humaine de son legs. Mais je trouve le film déjà bouleversant dans la manière qu'il a de se filmer, d'apparaître à la caméra. Je veux dire, malgré son âge extrêmement avancé, je trouve qu'il reste toujours hyper classieux. Quand tu vois bon nombre d'acteurs qui sont pourtant plus jeunes, mais qui ont incarné une certaine image de héros, etc. C'est quand même assez difficile de les regarder aujourd'hui à l'écran. Là, Clint Eastwood, je trouve qu'il trouve le bon équilibre, la bonne distance pour jouer. Moi, ça n'a rien à voir avec le film d'Ali Abbasi, mais je suis constamment surpris par la direction que prend le récit. Constamment, le film part dans des directions, ses rapports avec les personnages, notamment ces mecs qui vont l'accueillir régulièrement dans ce garage, et au fur et à mesure comment ça évolue et ça devient une sorte de bande de potes, alors que et constamment le jeu, la manière dont tous ces personnages existent. Le gars qui vient pour le fliquer derrière, ça commence comme une sorte de truc hyper tendu entre deux. Et au fur et à mesure, ça devient quasiment un running gag entre deux, jusqu'à une scène hyper touchante lors d'une soirée entre deux d'échanges. Je trouve la manière dont tout d'un coup il te cueille régulièrement, et cette bascule avec le récit policier, je pense qu'elle sert aussi à t'amener vers l'aspect malgré tout dramatique et quand même beaucoup plus crépusculaire du film, qui est ce rapport à la mort, qui est le rapport avec son ancienne compagne, et qui est, je trouve, hyper beau. Moi, la scène au chevet de sa femme, je la trouve poignante, et je trouve que tu retrouves toutes les grandes qualités de Clint Eastwood, à la fois dans sa veine mélodramatique, mais aussi dans ce côté touch guy qui a beau à presque 90 piges, arrive toujours à être aussi drôle, pertinent, et savoir si bien jouer de son image, de ce qu'il représente dans l'inconscient collectif, de ce qu'il a créé. Et il n'est pas réac, pour moi, il est farouchement individualiste, mais il accepte aussi cette altérité. T'as cette scène très drôle avec le gang de motards, ou de motards, on va dire, oui. Ou avec le couple au bord de la route. Et je trouve que c'est un film constamment qui dévie de son chemin initial, comme le personnage qui, chaque fois, doit faire un trajet direct et en fait renchèvre le gang, parce qu'il emprunte toujours il n'en fait qu'à sa tête, il emprunte son chemin à lui. Ça sera comme ça et pas autrement. Et je trouve le film extrêmement émouvant. Je pense que c'est le film qui m'a le plus plu de toute la sélection. Ah oui, c'est le film peut-être qui apparaît pour le coup peut-être le plus simple par certains aspects, mais qui me cueille constamment. Quand je parlais de films mineurs, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que je pense que c'est sa volonté. Comme je disais, cette manière le film s'auto-vend comme un petit polar, et en fait il y a plein de choses derrière, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de sa part de se faire passer pour un petit film, quoi. Après, justement et heureusement, il est plus qu'un polar. Moi, je trouve qu'il est, tu disais, émouvant, et qu'en plus, effectivement, il est drôle. Il y a plein de scènes qui fonctionnent super bien. C'est pour ça que je parle de manière rusée, comme il joue avec son image, etc. Les contrôles qu'il a sur le bord de la route, avec les noix de pécan pour commencer, les contrôles vis-à-vis de cet innocent là qui craint la police. Enfin voilà, il y a plein de petites scènes qui fonctionnent bien. Et qui sont fête drôles. Chez le cartel mexicain, quoi. La fête chez le cartel mexicain. Voilà, c'est des petits moments de cinéma assez drôles et assez efficaces.
Et je voulais juste finir en disant que j'aime le titre en fait qui évoque non seulement effectivement cette mule chargée, etc., et les trajets, mais aussi ce côté justement dont on parlait de lui, individualiste, têtu en tout cas, et borné. À toi, Olivier. Bon, non, j'ai pas adoré le film, j'ai pas détesté non plus, mais je vous trouvais quand même extrêmement indulgent avec ce film, que je trouve agréable à suivre. En effet, il y a des petites scènes qui fonctionnent, etc., mais je trouve pas que ce soit un film très intéressant en fait à suivre, au-delà du fait que ce soit Clint Eastwood qui l'interprète et que Clint Eastwood est en effet le rapport méta en fait qu'on peut avoir au film de en effet Clint Eastwood qui veut tirer sa révérence, et ce personnage de Earl qui tire aussi sa révérence, etc. À partir de là, t'évacues tout le film, quoi. T'évacues les 15 derniers films. Oui, mais visuellement, je le trouve pas très intéressant. Je trouve, par exemple, que la photo est assez moche, souvent, qui utilise beaucoup de contre-jour. Je trouve la séquence du motel avec Bradley Cooper très moche aussi. Après, je trouve que aussi le film surligne, tu vois, il expose beaucoup, il dialogue le truc beaucoup sur ma vie, machin, j'ai mis telle priorité en avant, j'aurais pas dû, et il le dit une fois, deux fois, trois fois. Quand j'essaie de parler des ficelles, je parle de ça, je parle de son rapport à la famille, à la perte de temps, etc. Mais c'est pour ça aussi que je dis, j'ai l'impression que c'est inhérent à son personnage et qu'effectivement, soit on va contre et il se passe rien, soit on accepte ça et on... Oui, mais ça marque aussi une évolution par rapport au rapport à la famille et la manière dont ont été souvent montrées les familles chez Clint Eastwood. C'est quand même un cinéaste qui m'a toujours étonné dans la cruauté, dans la manière dont il dépeignait des familles. Je me souviens de la famille de $1 Million Baby, etc. Et là, tout d'un coup, d'aller vers une sorte d'apaisement, etc. Et il y a quand même une bascule que je n'avais pas vue auparavant dans son cinéma, dans ce rapport-là. Oui, il va répéter cette histoire-là sur le temps qui passe, etc. Mais ça n'en fait pas juste le simple le mantra et le mémo que tu dois penser à la fin du film. Le film est plus ouvert et plus complexe que ça. Après, on doit pouvoir voir un film, même de Clint Eastwood, sans forcément connaître sa filmographie sur le bout des ongles. Dans ce que tu dis, effectivement, tout ça fonctionne aussi par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on connaît de lui. Mais si on prend le film indépendamment des autres, je sais que c'est compliqué dans l'inconscient collectif, mais si on le prend indépendamment des autres, c'est vrai que c'est pas non plus un film incroyable sur celui-là. Je crois que c'est vraiment par rapport à son parcours et à ce que ça raconte sur lui. Oui, mais bon, c'est quand même un acteur particulier. Je veux dire, il n'y a pas un acteur aujourd'hui qui ait cet aspect, entre guillemets, de légende du cinéma qui soit encore en activité. Et un acteur en plus qui est réalisateur qui est autant joué depuis ses débuts, autant de son image, de la manière de déconstruire son image. Son cinéma est grandement passé à la postérité par ce jeu constant qu'il a eu entre son image, à la fois quelquefois publique, ce qu'il renvoyait à travers ses films, etc., et ce jeu qu'il entretient aussi avec le spectateur. Tu peux pas faire l'impasse de c'est pour ça que je dis du coup on l'accepte et on passe un bon moment où... Mais oui, mais non, mais ça va, j'ai passé un bon moment. Je trouve en effet qu'il y a des scènes qui sont très chouettes, mais surtout des petites scènes, quoi. En effet, il s'arrête sur le bord de la route, ou les petites scènes un peu farcesques, je les trouve chouettes, parce que je trouve fondamentalement le personnage chouette, mais voilà, je peux pas m'empêcher de trouver le film découpé de manière un peu plate, que la lumière est un peu plate, qu'il se répète beaucoup, et que moi il me surprend pas en fait ce film, pas vraiment. J'irais pas dire que le film est découpé de manière plate, au contraire il a quand même une manière de cadrer encore en scope qu'on voit plus trop aujourd'hui. Il a une mise en scène très classique, mais c'est pas une mise en scène plate, c'est juste qu'il s'efface derrière son histoire, il cherche pas à te faire du style pour te poser du style. Ce qu'il a toujours fait. Ouais, mais attention, mais regarde quand même bien attention la à ce que séquence. Tu vas pas me dire que la séquence de la polka ou la séquence justement de la fête chez Andy Garcia sont des séquences qui sont bien découpées ou qui sont intéressantes ou qui t'expose des choses fondamentales sur le personnage que tu n'avais pas eu avant. Ah non, moi je trouve que justement, tu parles de la scène de chez Andy Garcia, elle se conclut par une note bien plus dramatique qu'elle a commencé, justement, et le contraste, il se joue là. Il se joue dans cette conversation qui va avoir lieu après cette débauche, et ce jeu un petit peu sur ce nonagénaire qui va se taper des bombes siliconées mexicaines. Oui, avec des derrières filmés comme dans un film de Keshish. Mais justement, le contraste là, il se joue là. Donc pour moi, tu peux pas évacuer le début de la scène. D'autant que cette scène, même dans son développement, raconte des choses tout du long. Moi, je trouve pas. Si, c'est un moment clé où lui-même commence à prendre du plaisir dans ce qu'il fait, quoi.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas incarné pour moi. Dans le film, il se pose jamais la question de est-ce que je fais un truc bien ou pas. Non, mais parce que je trouve que par rapport à ce que tu dis là, je trouve quand même qu'il est au travail avec ça, parce que à la toute fin sur le lit, il y a un plan qui m'a un peu bouleversé, qui est assez magnifique, de sa femme, enfin de son ex-femme et de lui, où il parle de pas besoin d'être riche, et il y a un silence comme ça, où je trouve qu'il est vraiment en train de réfléchir à la réflexion sur ce qu'il a été, sur sa vie, etc. Et je trouvais ce moment vraiment émouvant. C'est 3-4 secondes d'un plan fixe sur lui, c'est très beau. Quand tu parles de qui prend pas conscience entre guillemets ou qui t'as pas entre guillemets de condamnation de ce qu'il est en train de faire ou de prise de conscience de la gravité en fait des faits, je pense que c'est là aussi la pertinence à mon sens du qu'a le film, c'est qu'il va pas condamner justement ça. Justement, il va quand même nous montrer aussi la faillite d'un État américain où tout le truc fait au fur et à mesure et cette ubérisation entre guillemets de la société où les mecs se retrouvent à 90 ans à dealer de la drogue pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et je trouve qu'il n'a pas du tout un regard moralisateur dessus. C'est ça aussi, je pense, qui est un des propos du film en sous-texte dessus sur un état de l'Amérique actuellement. Bon, nous sommes irréconciliables, mais j'écouterai quand même ton conseil, Manu. Comme conseil pour le pisse froid d'Olivier, on pourrait conseiller D'où durer dingue de Clint Eastwood pour lui montrer que la grandeur ne se trouve pas dans les œuvres dites mineures. Mais non, je vous conseillerais, j'espère que j'ai pas fait déjà l'année dernière cette reco, puisqu'on parlait de super-héros avec le film de Shyamalan et ce rapport d'un ancrage avec le réel. Un film qui pourrait se rapprocher d'un ça, mais qui est plutôt dans une veine, on va dire, à la Darkman de Sam Raimi, qui était, on l'appelle Jig Robot, de Gabriele Menetti, qui est un super film de super-héros italien, tout petit budget, qui se concentre sur une petite frappe, je crois qui est une petite frappe romaine, qui va se révéler à lui-même et acquérir des pouvoirs. Et toute la question est de se dire est-ce qu'il va l'user à bon escient. Et voilà, c'est un film dans une petite économie qui raconte beaucoup de choses, qui est vraiment le contre-pied total à ce qui se fait sur les notions d'héroïsme et à quel point en fait cette notion d'héroïsme va être resserrée d'une certaine façon comme dans Incassable sur une relation humaine et sentimentale très proche. Donc voilà, c'est si je vous l'avais déjà conseillé, je suis désolé, mais si vous l'avez pas vu, c'est votre faute aussi. Merci Manu. Bon, eh bien moi, je vais vous conseiller de voir un film qui s'appelle Une vie difficile, qui est signé Dino Risi en 1961. En fait, comme j'en avais marre d'être saoulé par tous ces gens qui me parlaient de la comédie à l'italienne, j'ai décidé de parfaire ma culture et de regarder plusieurs films qui sont soi-disant des comédies à l'italienne. On dit pas des comédies à l'italienne, on dit des comédies spaghetti. Ah, peut-être. Bon, bref, Manu a une autre lecture. Donc, bien sûr, en commençant par Le Pigeon, qui était déjà une chouette découverte, surtout sa scène finale. Mais donc, j'ai découvert après ça Une vie difficile. Et donc, c'est un film qui est à la fois enjoué, qui est capable de sommer de drôlerie, de burlesque, et en même temps d'avoir une profondeur psychologique digne des plus grands scrutateurs de l'âme humaine. Je pense par exemple à Woody Allen dans ses meilleurs moments, quand il est un peu down au fond de lui, du style Une autre femme ou Match Point. Et surtout, ce qui est génial dans ce que j'adore avec ce film, c'est qu'en sortant, on peut en discuter pendant des heures, des personnages, des choix des personnages, de leurs motivations, et qu'on va nous-mêmes se retrouver face à des dilemmes moraux, que notre point de vue va évoluer en fonction de nos expériences de vie, des débats qu'on aura avec sa copine, sa femme, ses amis. En fait, c'est un film qui a le pouvoir vraiment de changer les gens, quoi. C'est doux amer, c'est extrêmement bien mis en scène, incroyablement bien rythmé, ça commence à une vitesse folle pour après plus tard se laisser se ménager des longs temps pour faire des scènes burlesques ou des scènes qui atteignent plutôt des sommets de pathétique. L'interprétation est géniale, Alberto Sordi, Léa Massari, c'est un immense film que si vous n'avez pas vu, je vous conseille absolument. Lucien. Moi, j'ai pas vraiment de conseils, donc je pique un type d'Olivier. Je vais vous conseiller d'aller faire un tour sur le crowdfunding de Carlotta, qui permet juste de finir à la rue, parce que ça nécessite beaucoup d'argent, mais qui permet de recevoir et d'avoir des belles réductions sur un des plus beaux éditeurs qui soit. Donc en effet, Carlotta lance un crowdfunding pour les aider financièrement, et vous pouvez acquérir des superbes éditions, notamment de Network, de Time and Tide de Chayark. De Time and Tide, ouais, tout à fait, du Temps des Gitans de Emir Kusturica. Cavalier électrique.
de Pollack. Voilà. Et pour des prix réduits, et bien sûr, plus vous mettez cher dans le crowdfunding et plus vous avez des belles réductions. Et notre ami Julien n'a pas de conseils. Donc je le sauve en lui posant juste la question de Julien, quel film inscris-tu au programme du mois de février ? Je n'en sais rien du tout. Non, je sais pas. Je suis en train d'écrire sur le nouveau Barry Jenkins qui doit bientôt sortir. Bah voilà, je pense qu'on en parlera justement. If Beale Street Could Talk, adapté d'un magnifique roman de James Baldwin. Peut-être c'est bien qu'on en parle. On en parlera la fois prochaine avec peut-être aussi le film de sous-marin avec Mathieu Kassovitz. Ou pas, on verra. Allez, à bientôt et merci de nous avoir suivis.